Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Delata, je suis la coordinatrice du cours à distance sur les méthodes quantitatives pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Cornu, qui est chef d'équipe à la section santé et éducation au siège de l'UNESCO, si je ne me trompe pas. Nous travaillons depuis plusieurs années ici à l'IPE avec l'UNESCO. En particulier, nous avons apporté un appui sur le développement, la conception des directives internationales pour mesurer la réponse du secteur de l'éducation au VIH-Sida. Donc nous avons invité Christophe, qui a plus de 20 ans, 25 ans d'expérience dans ce domaine, pour nous faire une présentation sur la triangulation des données. Merci beaucoup Stéphanie, bonjour, je suis ravi de participer à ce cours. En effet, il y a maintenant plus de 10 ans que nous travaillons à l'UNESCO sur les questions de mesure de la dispense de l'éducation à la sexualité, et notamment en Afrique, parce que c'est un sujet très important par rapport au VIH, mais par rapport à d'autres sujets comme les grossesses précoces et non désirées. Et nous avions donc travaillé ensemble pour identifier un certain nombre d'indicateurs qui sont devenus des indicateurs reconnus par la communauté internationale. Et cette année, l'un des indicateurs est devenu l'indicateur des objectifs du développement durable pour la mesure justement de la dispense de l'éducation à la sexualité. Donc c'est un travail de longue haleine. Nous avons travaillé beaucoup avec les pays en Afrique de l'Est et en Afrique australe, et c'est un plaisir de travailler maintenant avec les pays francophones, en particulier aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Bonjour, donc cette présentation portera sur la triangulation des données pour améliorer l'analyse, l'interprétation et le reporting. Mais avant de commencer ma présentation, je voudrais que vous preniez quelques minutes pour réfléchir aux questions qui viennent d'apparaître sur la diapositive. Alors, vous pensez sans doute que ces questions n'ont pas de rapport avec le suivi et l'évaluation ou avec la recherche en général. Mais en fait, elles ont bien un rapport. Donc, essayez de répondre à ces questions en pensant à votre vie en général, mais aussi à votre travail, soit comme statisticien, comme chercheur, ou bien comme décideur au niveau de votre ministère. Donc, qu'est-ce que nous souhaiterions que vous appreniez à travers cette présentation ? Eh bien, d'abord, ce qu'est la triangulation, notamment la triangulation des données. Vous apprendrez aussi les avantages de trianguler les données quand vous analysez et interprétez ces données, et notamment quand l'objectif final est de prendre des décisions qui soient basées sur la science. L'objectif de cette présentation n'est pas seulement de renforcer vos connaissances, mais aussi de renforcer vos compétences. C'est pourquoi vous apprendrez également comment utiliser la triangulation des données quand vous analysez et interprétez des données sur l'éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité, et aussi quand vous préparez des rapports sur ce sujet. Et finalement, également d'un point de vue très pratique et concret, nous verrons ensemble quelles sont les étapes fondamentales pour effectuer une triangulation des données sur l'éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité, et aussi quelles sont les personnes qui devraient être impliquées dans ce processus. Donc commençons avec la première question. Qu'est-ce que c'est que la triangulation des données ? Alors, le mot triangulation, il a été utilisé pour la première fois dans le domaine de la recherche dans les années 70. Et il a été utilisé pour se référer à une méthode de recherche en sociologie. C'est un sociologue américain, Norman Denzin, qui travaillait beaucoup sur les méthodes de recherche, notamment de recherche qualitative, qui a identifié 4 catégories de triangulation. Alors vous voyez sur la diapositive ces 4 catégories: la triangulation des données, la triangulation des chercheurs, la triangulation théorique et la triangulation méthodologique.
Pour ce cours, nous allons nous concentrer sur la première catégorie, la triangulation des données, qui est donc un processus combinant des données, surtout quantitatives, de sources différentes pour étudier un phénomène social particulier, donc plusieurs sources de données dans une seule recherche. Et les autres catégories sont très faciles à comprendre et vous aurez l'occasion de revenir sur la diapositive pour étudier plus en profondeur les définitions. Donc, en quoi consiste la triangulation des données ? Comme je viens de l'expliquer, il s'agit d'utiliser différentes sources de données, mais en faisant quoi exactement ? Eh bien, d'abord, on combine les résultats obtenus. Mais évidemment, on ne combine pas les résultats pour le plaisir de les combiner. On le fait avec un objectif précis, c'est de les comparer. Et si on compare les données obtenues à partir de plusieurs sources, on va le faire pour différentes raisons. Par exemple, vous allez vérifier si les résultats obtenus grâce à une étude sur un phénomène particulier sont les mêmes que celles obtenues sur le même phénomène grâce à une autre étude. Vous allez aussi examiner les corrélations entre les données. Par exemple, vous allez analyser s'il y a des liens de causalité entre les différentes données disponibles. Vous allez regarder si les données des différentes sources consultées convergent ou si au contraire elles divergent et s'il y a des incohérences, c'est-à-dire s'il y a des données qui sont dissemblables. Je prends un exemple. Si selon une étude, 50% des élèves de votre pays ont terminé l'école primaire et selon une autre, ce sont 70% des élèves, vous allez vous interroger, vous allez vous demander quelles sont les données qui sont correctes. Ensuite, vous allez vérifier également quelle source est sérieuse, quelle méthode a été utilisée, quel échantillon, peut-être parce qu'un échantillon n'était pas représentatif. Et en comparant les données, en tout cas celles qui paraissent justes, vous allez pouvoir formuler de nouvelles hypothèses. Alors, pourquoi faites-vous tout ça ? Eh bien, parce que vous voulez une analyse qui ne soit pas partiale, une analyse qui ne soit pas biaisée. En fait, vous voulez connaître la vérité et c'est vraiment l'objectif de la triangulation, c'est de découvrir la vérité sur un phénomène donné. Maintenant, qu'entend-on exactement par différentes sources de données ? Alors, il s'agit bien sûr de différentes enquêtes, différentes études, conduites soit par la même organisation ou idéalement par différentes organisations, mais par différentes sources, nous nous référons également à des indicateurs similaires issus de différentes enquêtes et à différents indicateurs issus de la même enquête. Alors, je veux souligner que la triangulation des données pour l'analyse et l'interprétation se fait surtout à l'aide de données quantitatives parce qu'il est souvent difficile de coder les données qualitatives en courant le risque d'essayer de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais cela ne signifie pas que les données qualitatives ne peuvent jamais être utilisées dans la triangulation des données. C'est simplement plus compliqué et ce sont en général des chercheurs très expérimentés. Donc, je parle de la triangulation des données dans le contexte du suivi, évaluation et de la recherche, mais en fait, nous faisons de la triangulation des données tout le temps dans notre vie quotidienne. Et si vous n'en faites pas, eh bien, je dirais que vous avez un problème. Alors, je vais vous donner deux exemples très simples de triangulation des données et vous verrez que vous avez fait de la triangulation des données aujourd'hui même et que vous savez très bien ce dont il s'agit. Premier exemple. Je vais lire le texte qui apparaît sur la diapositive. J'ai appris qu'il va y avoir une restructuration dans mon ministère. Toutefois, j'en ignore l'ampleur et la façon dont elle va m'affecter. Je vais appeler mon collègue Amidou, source A, pour lui poser quelques questions sur ce qu'il sait. J'enverrai ensuite un email à mon chef, source B, pour savoir s'il y a une communication officielle. Je peux aussi lire la lettre d'information envoyée par le syndicat, source C. Dès qu'il y aura une circulaire administrative, source D, je la lirai attentivement. Une fois que j'aurai rassemblé les informations de ces 4 sources, je pourrai faire une analyse exacte de ce qui va arriver et interpréter la façon dont mon poste et mon avenir seront impactés. Donc vous voyez que dans cet exemple, il y a 4 sources de données. Et ce que vous faites avec les données provenant de ces 4 sources est exactement ce que j'ai décrit dans l'introduction. Vous allez combiner les données, les comparer
Essayez de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et tout ceci vous permettra d'avoir une analyse de la situation à partir de laquelle vous puissiez prendre des décisions, dans ce cas, des décisions en relation avec votre carrière. Un autre très bon exemple de triangulation des données, qui n'est pas lié à la recherche, c'est ce que la police fait ou devrait faire lorsqu'elle mène une enquête. Il est très facile de comprendre qu'aucune enquête ne devrait être basée sur un seul témoignage, un seul indice. Et dans le cas d'une enquête sur un crime, par exemple, il est vraiment indispensable que plusieurs personnes soient interrogées, que plusieurs indices soient rassemblés, de façon à ce que la justice puisse prendre une décision basée sur des données probantes. Dans certaines situations, c'est même la vie d'une personne qui dépend de cette triangulation des données. Aller en prison ou pas pour la personne mise en cause va dépendre de la façon dont est conduite la triangulation des données. Et si l'analyse est mal faite, l'issue peut être dramatique. Heureusement, dans notre travail, les conséquences d'une mauvaise triangulation des données ou d'une absence de triangulation des données sont moins graves. Toutefois, il faut garder à l'esprit que si nous faisons mal la triangulation des données, notre analyse et notre interprétation peuvent être incomplètes ou erronées. Et en conséquence, les décisions qui seront prises au niveau du ministère de l'Éducation ou par d'autres décideurs risquent fort d'être de mauvaises décisions qui n'auront pas l'impact escompté ou n'auront pas d'impact du tout. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette présentation sur les avantages de la triangulation des données. Je suis sûr que vous avez commencé à bien comprendre quels sont ces avantages. Nous allons simplement les revoir brièvement ensemble. Donc, vous les voyez sur cette diapositive. C'est, comme nous avons vu, le fait que les faiblesses des données issues d'une seule source peuvent être compensées par les atouts issus d'une autre source, donc la réduction des risques d'utiliser des données de mauvaise qualité, le fait qu'on peut répondre à des questions complexes, qu'il y a donc une validité, une fiabilité de l'analyse et de l'interprétation qui sont plus grandes, le fait que le risque d'interprétation fausse ou biaisée est moindre, et puis le fait que vous ayez donc une perspective beaucoup plus exhaustive sur un phénomène et que vous puissiez analyser les tendances donc d'une façon beaucoup plus approfondie. Donc la triangulation s'est avérée un moyen efficace d'examiner et de corroborer les résultats des différentes enquêtes et études menées. Et pour toutes ces raisons, la triangulation doit être une activité de routine pour l'analyse et l'interprétation des données et non une activité ponctuelle. Elle devrait toujours faire partie intégrante du suivi et évaluation. Maintenant, passons aux choses pratiques et voyons de façon très concrète comment vous pouvez appliquer cette triangulation des données à l'analyse des données que vous allez collecter sur l'éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Alors, dans un premier temps, regardons ensemble le type de données que vous devez collecter et analyser pour une analyse très approfondie de l'éducation à la sexualité. Et voyons également qui collecte ces données et aussi quelles sont les sources existantes dans vos différents pays. Alors, le type de données que vous devez collecter et analyser apparaît dans la colonne de gauche. Il s'agit donc des données suivantes. Premièrement, les données sur les modalités de dispense de l'éducation sexuelle dans les écoles, qui sera mesurée par des indicateurs de processus. Nous devons aussi collecter et prendre en compte des données sur les changements en termes de connaissances acquises par les élèves comme résultat de l'éducation sexuelle. Ces améliorations des connaissances, ou parfois absence d'amélioration, seront mesurées par des indicateurs de résultats. Nous avons besoin de données qui nous renseignent aussi sur les changements de comportement de santé qui résultent de la dispense d'éducation sexuelle et des améliorations éventuelles des connaissances des élèves. Ces changements seront aussi mesurés par des indicateurs de résultats. Et finalement, nous devrions, dans un monde idéal, analyser les résultats de ces changements de comportement auquel a pu contribuer la dispense d'éducation sexuelle, en termes cette fois d'impact.
Alors, si nous observons maintenant qui collecte les données, et ceci est précisé dans la colonne du centre, nous voyons que les données correspondant au processus sont collectées par le système éducatif. Les données sur les niveaux de connaissance sont collectées aussi bien par le système éducatif que par le système de santé, tandis que les données sur les changements de comportement de santé et les impacts sont collectées par le système de santé, ce qui semble logique. Donc, les sources de données pour les indicateurs de processus, comme vous le voyez cette fois-ci dans la colonne de droite, sont les enquêtes en milieu scolaire, notamment le recensement scolaire annuel. Pour les connaissances, il s'agit à la fois des enquêtes en milieu scolaire et de certaines enquêtes de population. Et finalement, les sources des données pour les indicateurs de changement de comportement de santé et d'impact sont un certain nombre d'enquêtes de population. Et nous allons voir maintenant quelles enquêtes de population sont concernées. Alors, vous avez, je crois, reçu dans le cadre du cours une liste de 20 indicateurs internationalement reconnus que nous utilisons pour mesurer la dispense de l'éducation à la sexualité et donc ses résultats, ses impacts. Donc je ne reviendrai pas sur ces indicateurs, enfin sur l'origine de ces indicateurs que vous avez déjà discuté. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rappeler les indicateurs de processus qui mesurent les modalités de dispense de l'éducation à la sexualité, sachant que pour tous ces indicateurs que vous voyez sur la diapositive, la source principale est le recensement scolaire annuel. En ce qui concerne l'indicateur de résultats qui mesure les niveaux de connaissances, vous le voyez ici, c'est GC6. La source principale est l'enquête des indicateurs sur le sida dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc c'est l'abréviation EIS. Et dans les pays d'Afrique australe et les pays d'Afrique de l'Est, ce sont à la fois les enquêtes des indicateurs sur le sida ainsi que SIACMEC qui collectent ces données sur les connaissances. Je vous signale aussi que le dernier indicateur qui apparaît sur la diapositive, même s'il figure ici, n'est plus utilisé. Maintenant, en ce qui concerne toutes les autres données, pour les résultats et les impacts, eh bien, elles sont collectées à travers les mêmes enquêtes de population. Et vous voyez donc ces enquêtes figurées dans la colonne de droite. Donc vous les connaissez, ce sont des enquêtes très connues, DHS, MIX. Encore une fois, l'enquête sur les indicateurs sur le sida. Et donc, à travers ces deux diapositives, eh bien, nous avons fait le tour de toutes les sources dont vous pouvez disposer pour faire la triangulation des données, pour l'analyse de la dispense de l'éducation à la sexualité, aussi bien les enquêtes que les indicateurs qui sont inclus dans ces enquêtes. Alors, après ce rappel des indicateurs qui peuvent être utilisés pour l'analyse et l'interprétation des données sur l'éducation à la sexualité, je voudrais donner maintenant quelques exemples concrets de triangulation en utilisant certains des indicateurs que nous venons de voir pour que vous compreniez très clairement comment procéder. Nous allons commencer par les indicateurs qui mesurent les modalités de dispense de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire les indicateurs de processus. Alors vous voyez sur la diapositive l'indicateur GC3 qui mesure le pourcentage d'écoles qui dispensent l'éducation à la sexualité. Donc, si vous analysez les données seulement pour cet indicateur, bien sûr, il sera intéressant de savoir si le pourcentage reste le même, s'il augmente ou s'il baisse. Mais c'est seulement en triangulant les données collectées pour cet indicateur et pour d'autres indicateurs de processus que vous allez pouvoir commencer à générer des hypothèses en établissant des corrélations entre ces processus. Deux exemples. Si vous corrélez les données pour GC3 et GC4 qui mesure le pourcentage d'écoles qui proposent une orientation aux parents ou tuteurs pour comprendre si le fait que fournir cette orientation permet d'augmenter le pourcentage d'écoles qui dispensent l'éducation à la sexualité ou non. En effet, on a observé dans certains pays que l'opposition des parents peut constituer un frein à la dispense de l'éducation à la sexualité. Il faut aussi comparer les données de GC3 et GC5.
GC5, donc qui porte sur le pourcentage d'écoles ayant des enseignants formés. Il serait très bizarre que le pourcentage d'écoles avec des enseignants formés à dispenser l'éducation à la sexualité soit plus élevé que le pourcentage d'écoles qui dispensent l'éducation à la sexualité. Et dans ce cas, il se peut que vous ayez à remettre en cause la qualité des données. Vous pouvez aussi, en comparant ces deux indicateurs, et un autre indicateur que nous allons voir maintenant, vous interroger sur la qualité de l'éducation à la sexualité qui est dispensée par les enseignants. Alors, vous trouverez des conseils sur la manière d'interpréter l'indicateur GC3 dans les directives pour l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs de base de l'UNESCO, pages 49 et 50. Maintenant, si on observe les indicateurs qui mesurent les résultats supposés de l'éducation à la sexualité, et dans ce cas précis, les niveaux de connaissance des élèves, bien, il y a deux indicateurs qui mesurent ceci. On l'a déjà vu, c'est donc l'un qui fait partie des indicateurs de l'enquête sur le sida et l'autre de l'enquête CEACMEC, pour en tout cas une partie de l'Afrique. Donc, dans les pays qui collectent les données pour ces deux indicateurs, dans un premier temps, il est important de comparer les résultats obtenus, voir s'ils coïncident ou non, notamment en termes de baisse ou de hausse des niveaux de connaissance. Toutefois, c'est seulement en triangulant les données de ces indicateurs et celles de certains indicateurs de processus que vous pourrez comprendre les corrélations entre la baisse ou l'augmentation des niveaux de connaissance et la façon dont l'éducation à la sexualité est dispensée dans les écoles. Par exemple, vous devez analyser les données pour GC3 en essayant de comprendre si une augmentation du pourcentage des écoles qui ont dispensé l'éducation à la sexualité a contribué à une augmentation du niveau des connaissances des élèves sur le VIH. Sinon, il faudra comprendre pourquoi. Et peut-être qu'en analysant les données de GC5, vous aurez une piste. En effet, si le pourcentage des écoles qui ont des enseignants formés est faible, peut-être que le niveau des connaissances n'augmente pas parce que les enseignants ne sont pas formés à dispenser l'éducation à la sexualité. Et c'est d'ailleurs une des conclusions d'une enquête CEACMEC qui a été conduite il y a quelques années. Vous avez aussi des informations plus précises sur la façon d'interpréter les données de ces indicateurs dans les directives, pages 60 et 61. Alors, un troisième exemple. Maintenant, voyons la triangulation des données possibles entre les indicateurs de processus, de résultats en termes de niveau de connaissance et de résultats, mais cette fois-ci en termes de changement de comportement. Regardons les indicateurs GC7 et GC8 qui mesurent le début de l'activité sexuelle chez les adolescents et l'utilisation du préservatif. Encore une fois, si vous analysez les données uniquement pour ces deux indicateurs, il est bien sûr intéressant de savoir si les jeunes ont des relations sexuelles plus tôt ou plus tard et s'ils utilisent des préservatifs pendant ces relations. Toutefois, vous voulez aussi comprendre pourquoi et vous pourrez formuler quelques hypothèses à vérifier grâce à la triangulation des données. Vous voulez vérifier, par exemple, s'il y a une corrélation entre une dispense de l'éducation à la sexualité, dans un pourcentage plus élevé d'écoles, des meilleurs niveaux de connaissances, et dans ce cas, des relations sexuelles plus tardives et plus protégées. Et dans ce cas-là, vous voyez que la triangulation implique au moins 3 indicateurs en même temps. Alors, ce qui est compliqué quand vous faites la triangulation entre des indicateurs de processus et des indicateurs de résultats qui mesurent des changements de comportement, c'est le niveau de corrélation. En effet, il est impossible d'attribuer un changement de comportement à un seul facteur. Les changements de comportement dans le domaine de la santé comme dans d'autres domaines sont toujours le résultat de plusieurs facteurs. Et dans le cas de l'éducation à la sexualité, vous pouvez formuler l'hypothèse que l'éducation à la sexualité a contribué à ces changements de comportement en passant par l'analyse de l'augmentation des connaissances ou pas. Et c'est ce que j'explique aussi sur cette diapositive. Il est peu probable qu'un jeune décide d'utiliser des préservatifs sans les connaissances pour le faire. Et
il est vrai que le jeune peut avoir acquis les connaissances qui l'ont conduit à changement de comportement en dehors de l'école. Donc il faut être très prudent quand on formule les hypothèses, et il faut être encore plus prudent avec les indicateurs d'impact, par exemple l'incidence du VIH ou la corrélation entre l'éducation à la sexualité et l'incidence des grossesses précoces non désirées, parce que ceci peut être fait uniquement avec un volume très important de données au niveau national et sur une longue période pour établir des tendances. Donc il faut garder à l'esprit que la triangulation des données est un art, mais pas une science exacte. Donc nous avons vu les définitions, nous avons vu comment utiliser de façon très concrète la triangulation pour le travail que vous faites sur l'analyse des données sur l'éducation à la sexualité. Nous allons voir maintenant les étapes fondamentales de la conduite d'une triangulation des données et aussi qui devait être impliquées au niveau de vos différents pays. Alors, voyons les étapes. Bien sûr, la première étape pour vous, c'est de recenser dans votre pays toutes les sources qui sont disponibles pour les données sur l'éducation à la sexualité. Donc maintenant, c'est simple, puisque nous vous avons fourni la liste des sources possibles. Donc il s'agit pour vous de comparer la liste de ces sources possibles et en fait les sources existantes dans votre pays. Donc si les enquêtes ont été conduites et quels indicateurs ont été utilisés. Il sera aussi très important de bien encenser quand les enquêtes ont été conduites, c'est-à-dire les années de collecte des données, et s'il y a plusieurs années de collecte pour pouvoir faire éventuellement une analyse de l'évolution. Bien sûr, vous voulez aussi vérifier pour quel niveau d'éducation ou quelle tranche d'âge les données ont été collectées. Une fois que vous avez la liste des enquêtes qui ont été menées, y compris les années pendant lesquelles les données ont été collectées dans le cadre de ces enquêtes, vous pouvez solliciter les données auprès des institutions qui gèrent ces enquêtes. Pour les enquêtes de population comme DHS et MIX, normalement ces données sont disponibles en ligne. Donc ensuite, il vous faudra rassembler toutes ces données et vous devrez écarter les données qui sont trop anciennes. Il vous faudra aussi vous mettre d'accord sur la période pour laquelle vous voulez conduire la triangulation des données, notamment pour l'analyse des évolutions pendant cette période, si cette analyse est possible. Et si vous avez l'intention d'utiliser des données qui viennent d'études qui ne sont pas reconnues internationalement, il faudra faire très attention à la méthodologie qui a été utilisée et écarter les données des études pour lesquelles vous pensez que la méthodologie n'était pas fiable. Donc, vous avez rassemblé toutes les données. Maintenant, il faut les présenter de façon de préférence graphique, par exemple dans des tableaux qui vous permettront une lecture rapide des données quantitatives de façon à pouvoir comparer facilement les similitudes et les différences entre ces données venant de différentes enquêtes ou de différents indicateurs. En ce qui concerne la méthodologie pour la triangulation, il faut qu'elle soit systématique. C'est-à-dire qu'il faut commencer par comparer les données de différentes sources sur le même sujet, par exemple les données sur les connaissances des élèves sur le VIH, provenant de 2 enquêtes, et il faut voir si les données sont similaires ou au moins vont dans le même sens en termes de tendance, et sinon essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, il faut analyser les données d'une même source sur des sujets différents, mais qui peuvent être connectés de façon à analyser les corrélations. Nous avons vu par exemple les différents indicateurs de processus dans l'enquête de recensement scolaire. Ceci vous permettra d'émettre des hypothèses sur d'éventuelles relations de causalité entre données et de tirer certaines conclusions. Et ensuite, si plus de données sont disponibles, vous pouvez faire les mêmes analyses avec des données de différentes sources, ce qui vous permettra de confirmer ou de réfuter les hypothèses. Puis vient le moment de lister toutes vos hypothèses. Et vous verrez que vous aurez plusieurs catégories d'hypothèses. Celles qui sont soutenues seulement par une source. Deuxièmement, celles qui sont soutenues, confirmées par différentes sources. Exemple, plusieurs indicateurs dans la même enquête ou dans différentes enquêtes. Et enfin, les hypothèses qui sont réfutées par la comparaison de données venant de plusieurs sources. Donc vous pouvez ensuite résumer votre interprétation des données faites grâce à la triangulation
en utilisant les hypothèses soit soutenues par une source, soit par plusieurs sources, et bien sûr en écartant celles qui ont été réfutées par la comparaison de sources différentes. Pensez toujours à bien citer les sources dans vos rapports pour étayer vos conclusions, sinon vos conclusions risquent d'être remises en cause ou critiquées. Et nous arrivons à la liste ou les catégories de personnes qui devraient être impliquées dans le processus de triangulation des données en ce qui concerne l'éducation à la sexualité. Alors, vous avez bien sûr les personnes impliquées dans les systèmes d'information de gestion de l'éducation au niveau national, la plupart du temps des statisticiens. Vous aurez aussi les décideurs au niveau du ministère de l'Éducation, mais aussi au niveau d'autres ministères, responsables des politiques d'éducation sexuelle. Ça peut être le ministère de la Santé. Il sera intéressant d'impliquer les partenaires du développement qui soutiennent les enquêtes qui ont été mentionnées, notamment les enquêtes en milieu scolaire et les enquêtes de population, et puis les chercheurs nationaux, soit ceux qui sont spécialisés dans le domaine de l'éducation sexuelle, soit ceux qui sont spécialisés dans la triangulation des données, et parfois les chercheurs qui ont des compétences dans les deux domaines. Donc il est possible de mettre en place une petite équipe de travail qui mènera ce travail de triangulation des données. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation. Je voudrais terminer avec quelques messages clés. Donc comme vous l'avez bien compris maintenant, quand on parle de triangulation des données, eh bien on parle de données venant de différentes sources, et vous avez compris ce qu'on entendait par différentes sources. Autre message important, cette triangulation des données devrait faire partie intégrante du suivi-évaluation, parce qu'elle améliore considérablement l'analyse et l'interprétation des données que vous faites. Et finalement, c'est cette triangulation des données qui aidera les décideurs à prendre de bonnes décisions sur les politiques et les programmes en matière d'éducation à la sexualité. Alors, pour préparer cette présentation, j'ai utilisé principalement les deux documents suivants. Introduction à la triangulation, qui a été publié par l'ONU-SIDA en 2010, et puis les directives pour l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs de base, mesurer la réponse du secteur de l'éducation au VIH et au SIDA, publié par mon équipe à l'UNESCO en 2013 avec la collaboration de l'IEP. Donc merci de votre attention, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la triangulation des données et que vous allez maintenant trianguler tous les jours.